Le thème de cet après-midi, c'est « Regard vers demain ». Donc on a, lors de la première journée, fait un constat, un diagnostic, avec évidemment toutes les difficultés que l'on connaît aujourd'hui. Mais bien sûr, il faut pouvoir se projeter, repérer aussi ce qui fonctionne bien, malgré les difficultés dans nos établissements, dans l'accompagnement des personnes que l'on accueille, dans le lien avec les familles. Donc c'est l'objet de cet après-midi. C'est une table ronde donc, qui rassemble des professionnels et nous allons échanger ensemble sur l'accompagnement idéal tel que les professionnels le conçoivent et le souhaitent, même si, encore une fois, il faut pouvoir se projeter dans des améliorations. Voilà, on l'a évoqué depuis hier. Donc je vais laisser chacune se présenter, si vous voulez bien, pour introduire la table ronde. On va balayer plusieurs thématiques liées à l'accompagnement. Et donc chacune pourra s'exprimer en fonction des thématiques évoquées. Une première thématique autour de l'accompagnement, bien sûr, des jeunes ou des adultes que l'on accueille. Une deuxième thématique autour des équipes, la constitution des équipes, la ou la transdisciplinarité. Une thématique autour du lien, de la relation avec les familles, la place des familles et des fratries. Puis enfin, si on a le temps, une question sensible, certainement, qui est la question des organisations et du management aussi, donc les souhaits des professionnels. Voilà, mais pour commencer, si vous voulez bien, je vous laisse chacune vous présenter votre métier, bien sûr, les personnes que vous accompagnez, l'établissement dans lequel vous êtes. Et puis, une première question sur donc, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le métier que vous faites et le travail que vous faites. Ça permettra de donner une première idée de ce que vous souhaitez, finalement, puisque c'est ça le thème de cette table ronde. Quels sont vos souhaits pour un accompagnement idéal? Je vous remercie beaucoup. On a pris le parti de partir d'une page blanche, voilà, pour être dans la spontanéité et la réflexion ensemble. Donc c'est pas simple. Donc voilà, on a besoin de votre soutien, mais tout va bien se passer. Oui, on peut. Je crois que je vais commencer. Donc, je suis Cécile Coulon, je suis chef de service du centre Raoul Clinchard, qui est un établissement, un EEAP, donc qui accueille des enfants et adolescents polyhandicapés en Alsace. Je fais partie de l'association Adèle de Globitz. Voilà. J'accueille des enfants en semi-internat. J'ai 3 groupes de semi-internat et puis 2 groupes d'internat. Pour accompagner ces enfants, donc on a des équipes pluridisciplinaires, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Pourquoi j'ai choisi ce métier, la première question. Alors au départ j'étais orthophoniste, j'ai travaillé beaucoup dans le médico-social, beaucoup aussi un petit peu en libéral, mais surtout en institution et puis dans le sanitaire également. Et c'est vrai que différentes rencontres et puis différentes expériences professionnelles m'ont amené à réaliser que j'étais vraiment orientée dans mon projet et en tout cas ma conception du soin était vraiment dans la coordination et dans le travailler ensemble dans des équipes pluridisciplinaires et voilà, j'ai voulu aller un petit peu plus dans cette voie-là. Merci beaucoup. Bonjour, donc moi je suis Viviane Huerta, je suis psychologue clinicienne, je suis la psychologue de CESAD La Colline. Ma première expérience en CESAD, c'était
dans le cadre d'un remplacement de Régine Sel, une collègue, une amie. C'était dans le CESAD Graines d'Étoile à Versailles. C'est un peu comme ça que j'arrive dans cette clinique, qui est une clinique très exigeante. C'est une clinique qui m'a été apprise par Régine Sel. Je suis psychologue, ça fait longtemps, mais j'arrive au CESA de Graines d'Étoile à Versailles. À l'époque, je travaillais avec Régine dans les laboratoires des Paris-Nanterre. J'enseignais la psychopathologie de l'enfant avec elle. Et elle m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer à Versailles parce que j'ai une recherche là à finaliser et j'arrive pas à avoir du temps de tout faire. Bon, ceux qui ont connu Régine, pour qu'elle dise une chose pareille, c'est vraiment parce qu'elle était submergée. Et je dis, mais non, Régine, non, mais en fait, moi, je connaissais très bien et je connais bien les questions d'inclusion. En milieu scolaire, et donc j'ai dit non, Régine, moi je ne vois pas. Ceux qui connaissent Régine, qui ont connu Régine, savent très bien que c'est impossible de lui dire non. Et donc elle revient, elle revenait sans cesse. J'ai dit d'accord, j'accepte. Et en fait, c'était une grande rencontre. C'était une grande rencontre avec une équipe, avec les enfants, avec les familles, et j'ai pas pu quitter ce travail clinique et cette clinique que je trouve que c'est une clinique qui demande, qui sollicite nos capacités d'empathie et c'est une clinique qui est très exigeante et qui nous pousse toujours à nos limites. Et voilà. Merci beaucoup. Comme on dit parfois, on arrive parfois par hasard auprès des personnes polyhandicapées, mais on n'y reste jamais par hasard. Très complet. Bonjour à tous, je suis Madame Paradis Katia. Je suis éducatrice spécialisée. Alors, ma rencontre avec le polyhandicap pour la première fois, en toute honnêteté, c'est parce que j'avais besoin de travailler. Et sur le terrain, j'ai rencontré des éducatrices qui m'ont montré un accompagnement de personnes différentes. Et du coup, ça m'a intéressée. Et du coup, j'ai pu me former. Et de là, ça continue. Voilà, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis auprès des personnes polyhandicapées. Récemment, j'ai changé d'accompagnement. Je travaille dans un CESAD pour adultes, de CESAD Pro, qui accueille des jeunes adultes de 15 ans à 25 ans. Voilà, l'UNAPI dans le 92. J'imagine que ce que les personnes polyhandicapées vous ont appris vous sert beaucoup dans votre nouveau travail. Oui. C'est être humble. Voilà. Être vraiment humble, avoir de l'empathie et une observation globale. Voilà, sur l'accompagnement et dans l'infiniment petit. Et ça, c'est et tout par-delà, l'infiniment petit. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Koudéji Kébé, je suis aide-soignante à la Masse Les Amis de Claire, dans le 14e. Donc ça fait 10 ans que je travaille là-bas, mais je compte bien y rester. Et ce qui m'a amenée dans le polyhandicap, en fait, après ma formation, j'ai fait beaucoup d'intérim. J'ai travaillé comment ça s'appelle, à Colombes, à Perce-Neige. Et après, de fil en aiguille, j'ai été comment ça s'appelle, au SAMU social de Paris. Et puis après, je suis tombée à la masse NDJ. Et là, ça fait 10 ans que je suis là-bas. Et voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mariama Alaoui. Alors, je ne suis pas éducatrice spécialisée, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc, et je travaille à l'EAP La Colline, qui fait partie de l'association du CESAP.
On accueille des enfants de 3 à 14 ans normalement, mais actuellement, donc, on a quand même des enfants qui ont, avec l'amendement Creton, donc, qui ont dépassé un peu l'âge, et on accueille donc enfants et adolescents qui ont actuellement 17 ans. Pourquoi j'ai choisi ce métier? C'est... Disons que j'ai toujours voulu travailler dans le soin et dans l'éducatif. Et j'ai commencé par faire un stage de découverte dans un établissement pour enfants polyhandicapés. J'ai fait un stage, un séjour qu'on appelait avant les colonies. J'ai fait une colo et à partir de là, j'ai fait ma formation d'abord d'AMP. Donc j'ai exercé pendant des années dans un internat et puis après dans un centre de rééducation motrice. Et quand la colline a ouvert ses portes en 1996, j'ai intégré cette équipe et j'y suis encore jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une bonne vingtaine d'années. Et donc le métier le métier d'AMP m'a toujours passionnée et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore à la colline. On me dit souvent pourquoi vous ne changez pas d'établissement, mais je trouve que ce que je fais dans cet établissement et ce que je fais auprès des enfants qui ne sont pas toujours les mêmes, chaque enfant est singulier, me motive à continuer toujours à la colline parce que je ne sais pas ce que je pourrais trouver ailleurs. Donc, ce que je fais me plaît et donc j'y reste et je suis... Donc, entre-temps, j'ai fait aussi ma formation DGE il y a quelques années. Quand on a ouvert, parce que la colline, quand ça a ouvert, il n'y avait que 3 unités d'enfants de 6 à 14 ans. Et puis, il y a eu une petite structure, une petite unité qui a ouvert de 3 à 6 ans. Et à partir de là, j'ai fait ma formation DGE parce que je voulais justement accompagner les tout-petits. Et là, aujourd'hui, je suis donc éducatrice de jeunes enfants, coordinatrice depuis cette année seulement. C'est une fonction qui vient de commencer aussi dans l'établissement. La fonction de coordinatrice, qui n'est pas toujours évident, mais bon, je fais avec les moyens que je peux. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre des professionnels motivés et, qui s'engagent dans la durée, dans le contexte actuel. Voilà, c'est des choses, des valeurs, disons, du travail qui restent évidemment importantes. Donc je vous propose d'aborder la première thématique que je vous propose autour de l'accompagnement des personnes que vous accueillez. Bien sûr, aujourd'hui, encore une fois, on est dans un contexte où on peut manquer de moyens, de professionnels présents. Mais donc la question se pose quand même de savoir ce qui vous paraît important pour vous dans cet accompagnement. Donc qu'est-ce que vous souhaitez? Quels sont vos souhaits pour les personnes, les jeunes ou les adultes que vous accompagnez? Quelles sont les approches aussi peut-être que vous avez vues apparaître dans le secteur depuis quelques années qui vous semblent importantes? Voilà, comment vous concevez l'accompagnement idéal des personnes que vous accueillez? En fait, pour nous, je pense que l'accompagnement idéal, c'est déjà d'avoir des professionnels intéressés. Donc, du coup, ce serait de... Comment ça s'appelle? Donc, ils seraient intéressés et impliqués. Ce qui passe par des temps de formation. Par exemple, les professionnels qui sont là depuis longtemps, qui puissent les encadrer pendant une semaine pour leur montrer vraiment comment s'occuper de nos personnes polyhandicapées, comment les observer et ce qui vous semble essentiel, c'est la formation et l'accompagnement des professionnels déjà. Qui arrivent. Oui. Et en particulier des nouveaux. Oui. Et ça passe aussi par les formations socles qu'on nous propose. Par exemple, la déglutition, la stimulation basale, bien vivre en masse. Comme ça permet de mieux accompagner les personnes polyhandicapées.
La stimulation basale, c'est quelque chose qui vous semble essentiel? Très important, car ça... Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a refait l'approfondissement à la stimulation basale. Et ça nous permet de nous mettre à la hauteur de la personne polyhandicapée, de la rencontrer, d'observer tous ses besoins et de l'accompagner dignement. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, en termes d'accompagnement idéal pour les jeunes qu'on accueille, c'est vrai que moi, spontanément, j'avais envie de vous répondre, c'est de trouver un accompagnement qui permette aux jeunes de pouvoir montrer qui il est, au-delà du handicap. Parce que c'est vrai qu'on a des enfants chez nous qui sont donc polyhandicapés. C'est vrai qu'on va avoir tendance à voir que ça au départ. Donc il y a le handicap, le polyhandicap, il va envahir tout. Et j'ai l'habitude de dire que c'est des enfants qui se livrent pas facilement. Et pour qu'ils aient la possibilité de montrer qui ils sont, qu'on puisse les rencontrer vraiment et découvrir la personne qui est derrière ce handicap, il faut à la fois du temps et des compétences. Et là-dessus, ça se confronte forcément au problème de terrain et de réalité qui est que le temps, on en manque. Et les compétences, vous en parliez, mais elles sont toujours, il faut toujours les réactualiser parce que les professionnels changent. La stimulation basale, il y a une période dans mon établissement, tout le monde était formé. Sauf que là, aujourd'hui, on a fait un état des lieux, il n'y a plus qu'une personne qui est formée. Donc il faut réactualiser systématiquement ces formations. Donc voilà, on va dire que pour moi, l'accompagnement idéal, c'est de créer les situations pour que les professionnels ils aient à la fois du temps et les compétences pour aller vraiment au contact des enfants et pas rester en surface à gérer juste le handicap, le soin et les problématiques du quotidien, quoi. Et vous disiez de découvrir la personne, au-delà du handicap. Est-ce que vous utilisez des approches particulières pour ça ou des outils? Alors, moi personnellement, en tant que chef de service, le petit apport que je vais avoir, ça va être vraiment dans l'accompagnement des nouveaux professionnels et des stagiaires aussi. On a beaucoup de stagiaires. Je pense que c'est important d'ouvrir un petit peu nos portes et puis de faire découvrir le polyhandicap. Mais la base, c'est déjà de leur faire connaître ce que c'est que le polyhandicap et comment ils peuvent interagir et comment... Souvent, ils viennent, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que le polyhandicap et encore une fois, ils ne voient que l'enveloppe extérieure, quoi. Et de leur dire... Donc, je prends du temps. Chaque professionnel et chaque stagiaire qui arrive, je prends toujours une demi-heure à leur arrivée pour leur expliquer, leur dire que moi, en tant que chef de service, ma position, c'est qu'il faut qu'ils prennent du temps, qu'ils soient humbles, qu'ils prennent le temps d'aller à la rencontre de la personne. Et pas être dans l'efficacité tout de suite, quoi. Dans le côté... D'observer, comme disait Madame Laoui. D'être dans l'observation et de s'accorder ce temps-là je ne sais pas trop où je vais aller avec cet enfant, mais il faut d'abord que j'apprenne à le connaître. Après, les équipes sur place, je vais peut-être laisser plus la parole. Je pense que Cécile dit c'est très important. Il y a les mots temps, en fait, de se donner du temps. Je pense que c'est une clinique, je pense que les polyhandicaps bouleversent notre rapport au temps. Dans la rencontre, la temporalité de la rencontre, elle n'est pas normative comme on peut avoir avec d'autres enfants. Pour avoir fait des consultations avec Régine Selle, je ne sais pas si Régine Selle elle était formée au Makaton ou
Les simulations basales, oui, certainement. Mais Régine, elle m'a pris, on faisait des consultations, on a fait des consultations à 2 pendant 3-4 mois. C'était vraiment un grand apprentissage parce que c'était voilà, d'apprendre à habiter, à vivre cette bouleversement de la temporalité dans la rencontre avec l'autre et de la supporter aussi. C'est très important, c'est-à-dire de pouvoir ne pas à tout prix sortir des supports, des communications qui vont venir certainement après. Mais avant, il faut pouvoir observer l'enfant, rentrer en relation avec l'enfant et avec sa famille. Et ça, c'est la rencontre, c'est un peu l'école, un peu à l'ancienne. Moi, j'ai envie de le dire. C'est voilà, de proposer un temps pour l'enfant et pour la famille pour qu'il soit bien installé, pour qu'on puisse tous être sur le même plan, au sol, avec cette maman, avec ce papa et cet enfant. C'est de se donner du temps, de s'imprégner de l'histoire de la famille, de la fratrie. C'est de pouvoir inviter les frères et sœurs. C'est comme ça qu'on rentre en relation, c'est-à-dire avec l'enfant. Et effectivement, après, il a toutes les formations, on a besoin d'être formé. Et après, les parents, ils sont très, très, très bien formés. Parfois, ils sont beaucoup mieux formés que nous. Je pense que dans la plus grande partie des cas, les parents sont mieux formés que nous, les professionnels, où ils arrivent avec des supports novateurs qui viennent d'apparaître. Voilà. Et parfois, on se retrouve tous à courir derrière pour voir comment on peut aussi former l'équipe, comment on peut faire profiter l'équipe à tous ces outils, tous ces supports. Je me rappelle le jour que les Tobias est arrivé à Versailles, à Graines d'Étoile. Régine Sel, c'était la première. Moi, je veux qu'on teste sur moi. Donc, elle dit, mais comment c'est fatigant de pouvoir rester sur cette position-là pendant 15 minutes. Elle est sortie d'une séance complètement épuisée. C'était hyper important aussi de vivre cette expérience et la fatigabilité que ça peut, et les niveaux d'exigence qui parfois on demande à un enfant. Donc tout ça, c'est des apprentissages. Voilà, on apprend parfois en équipe, on apprend beaucoup avec les parents, on apprend beaucoup avec les enfants. Pour moi, les parcours, l'accompagnement idéal, je pense que c'est l'accompagnement rêvé. Qu'est-ce que je rêve pour les enfants que je rencontre toutes les semaines? C'est qu'on puisse prendre en compte sa dimension subjective. La dimension subjective et la dimension de la famille, dans une écoute très attentive, avec une grande empathie. Je sais que parfois, moi j'entends les parents qui me disent « Oh non, la consultation avec la psychologue, non. » C'est-à-dire il faut toujours coupler la consultation de la psychologue avec la consultation du médecin pour que la famille puisse adhérer, tout ça. Et il y a un moment où, quand la famille, elle sent qu'il a de l'empathie, il n'y a pas de jugement, c'est un espace d'écoute qu'on peut profiter ou pas. Il y a des moments où on est plus fragile que d'autres. Parfois, quand on est plus fragile, on n'a pas trop envie d'investir ces espaces-là. J'ai toujours une maman qui me dit « Non, mais là, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans votre bureau parce que c'est trop dur pour moi. Je pense que si je rentre, je vais m'écrouler. » Donc, il faut pouvoir faire avec ça. C'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, je peux passer chez vous. Est-ce que je peux venir chez vous demain? Peut-être chez vous, c'est plus simple d'en parler de tout ça. Ici, peut-être en institution, avec les regards des autres. Et donc, c'est ça, c'est de s'adapter. C'est un accompagnement qui doit s'adapter. J'entends beaucoup les mots modulables. Voilà, il faut pouvoir être créatif. Moi, je pense que les mots, c'est la créativité. Il ne faut pas qu'on reste figé dans les contraintes, parfois les institutions. Je ne veux pas non plus qu'on soit d'ici déprimé, mais la question de l'institution, chaque fois que j'énonce ce mot institution, j'ai un autre mot qui vient avec, c'est le budget. C'est des contraintes budgétaires. C'est étrange comment on fait des amalgames entre deux choses. Là, il y a deux mots qui se croisent. Et quand moi, je dis les mots école, inclusion, je pense à normativité. Ben voilà. Donc, on est en train de parler des deux institutions
Parce que l'école, l'inclusion, c'est pas désinstitutionnaliser l'enfant, hein. C'est aussi la normatisation cognitive, la normatisation de plein de choses. Donc, la créativité, c'est de pouvoir dialoguer dans les espaces, de moduler, de composer, de faire des va-et-vient. Et aujourd'hui, on a entendu ça énormément, c'est-à-dire un accueil, un accompagnement, hein, à géométrie variable, c'est-à-dire un accompagnement pour un enfant, pour une famille, qui ne va pas être le même pour un autre enfant qui a la même pathologie, qui a le même syndrome, mais qui a des besoins qui sont tout à fait différents. Donc voilà, c'est la créativité, c'est nos capacités d'accompagner un enfant et sa famille dans un projet singulier, qui est toujours singulier. J'ai beaucoup parlé. Tu as tout dit, là. Je vais que répéter ce que tu disais. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accompagnement idéal, il y a juste à s'adapter, à se réajuster tous les jours, tout le temps auprès des jeunes et des familles, au niveau des équipes aussi. Tous les jours, parce qu'effectivement, comme tu disais, l'accompagnement, c'est de proximité, c'est prendre le temps. Effectivement, dans les institutions, ça va vite, et il y a ce manque de temps, et des fois, on perd le sens des choses. Un jeune qui n'a pas, il n'a pas voulu manger, mais si on discute avec sa collègue, c'est sûr qu'on ne verra pas que l'enfant a envie de manger. Et quand l'enfant, vous arrivez avec la cuillère, l'enfant, il ne veut plus. Donc, c'est ça aussi, c'est s'adapter, c'est en proximité du jeune et d'être à l'écoute aussi. Madame Alaoui, vous voulez compléter? Alors, pour moi, l'accompagnement idéal, est-ce qu'il y a l'idéal existe? Je ne sais pas trop. Moi, je me dis qu'il faut déjà partir, aller à la rencontre de l'enfant qu'on accompagne, prendre le temps d'observer, prendre le temps de connaître l'enfant, évaluer ses besoins et à partir de là, commencer à mettre en place un accompagnement qui, pour moi, semblerait être l'idéal. Donc, mais vraiment, d'abord, écouter l'enfant. On sait que l'enfant polyhandicapé, il faut du temps. Il faut prendre le temps. On peut avoir des progrès, on peut avoir des petites choses qui émergent, mais c'est à nous aussi d'être là et de pouvoir trouver un petit peu ces petites choses qui ressortent de l'enfant ou de la personne qu'on accompagne. Donc, voilà. Le temps file à une vitesse incroyable, le matin comme l'après-midi. Si on veut aborder tous les thèmes, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, vu l'horaire. J'allais vous poser néanmoins une question qui me semble, si ce n'est intéressante, une vraie question qui est posée aujourd'hui et à tous les professionnels sur l'autodétermination. Quel sens ça a pour vous, l'autodétermination, dans l'accompagnement que vous faites au quotidien? Alors, l'autodétermination, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé depuis hier. Je voulais quand même remettre un petit peu une nuance par rapport à ça, à savoir que je pense que c'est utopique d'envisager une autodétermination complète pour tous les enfants qu'on accueille. En tout cas, quand on parle de choix d'accueil, par exemple, comme on parlait ce matin, entre est-ce que mon enfant souhaite être en accueil en internat ou pas, je pense que de la réalité de ce qu'on vit au quotidien fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas exprimer ce choix-là, ou en tout cas, nous, on ne peut pas le percevoir, on ne peut pas le comprendre. En tout cas, on n'a pas accès à ça. Donc là-dessus, je pense que l'autodétermination, c'est un grand mot, mais il y a évidemment énormément de nuances là-dedans à donner. Donc il y a une part d'utopie là-dedans, mais par contre, à l'inverse,
il y a des possibilités de choix ou de préférence des enfants au niveau où ils en sont, qui, quand ils ne sont pas écoutés, c'est une situation qui est insupportable et qu'il faut essayer de bannir au quotidien. Mais ce choix-là, l'autodétermination des enfants, ça peut être sur des choses qui sont tout à fait dans l'infiniment petit, comme vous pouviez le dire tout à l'heure. Et là-dessus, il faut que les professionnels soient en capacité d'être à l'écoute et de repérer où en est l'enfant et à quel degré de choix il peut participer, en fait. Donc c'est ne pas être dans l'imaginaire de on va donner le choix aux enfants là où ils n'ont pas la capacité de le faire, mais en même temps d'être très attentif aux tout petits choix que parfois ils peuvent passer inaperçus, quoi. Alors moi, je vais rajouter aussi un petit peu, quand j'étais AMP, c'est vrai que quand on travaille dans un établissement, il y a un rythme de travail, on sait qu'on commence à 9h et que chaque moment est défini pour telle ou telle chose. Et je sais que systématiquement, c'est vrai, quand ça arrive par exemple, l'heure du change des enfants, on fait l'activité le matin et puis on se dit, là, il est 11h, ça va être l'heure du change. Et spontanément, ce qu'on fait, nous, c'est que, on va amener tous les enfants à la salle de bain pour faire le change. Est-ce que vraiment, il y a besoin d'amener tous ces enfants à une heure fixe à la salle de bain, alors que peut-être que certains enfants n'en ont pas besoin, ou peut-être même que certains enfants ne veulent pas du tout parce qu'ils sont en train de jouer ou parce qu'ils sont tout simplement en train de se reposer ou de... Et ça, moi, ça m'avait toujours un petit peu questionné. Et en même temps, après, quand j'ai fait ma formation des JE, j'ai fait un stage dans une halte garderie où c'était des enfants donc, de 2-3 ans qui pouvaient parler, qui pouvaient aussi dire non quand on voulait amener un enfant à la salle de bain parce que c'était l'heure du change. Et ça m'a questionné. Et effectivement, à partir de là, j'ai aussi changé ma façon de travailler auprès de la personne polyhandicapée, parce qu'on dit toujours que l'enfant polyhandicapé n'a pas de demande ou n'a pas de désir. Non, ça, c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose, on en tire toujours quelque chose auprès de ces enfants-là, et ça nous enrichit déjà aussi nous-mêmes. Donc, c'est à nous aussi d'adapter notre accompagnement par rapport à ces enfants-là et partir de leurs besoins spécifiques pour mieux les accompagner et être dans la bienveillance et dans le confort. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors moi, je pense qu'on revient à nouveau sur la question de la temporalité institutionnelle et à la temporalité des personnes, des enfants, des jeunes et des adultes que nous accueillons. C'est-à-dire, et là, je pense que c'est une vraie question éthique. Est-ce qu'on peut imposer les rythmes institutionnels au rythme de l'enfant, à l'enfant. L'enfant, je parle de l'enfant parce que moi, je côtoie les enfants plus petits. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'interroge tout le temps. Est-ce qu'il a en ce moment ce que je suis en train de proposer à cet enfant? Je le propose parce que cet enfant, ça peut être intéressant, ça peut lui faire plaisir. Ou est-ce que je le propose, c'est parce que c'est l'institution qui me demande, c'est le rythme de l'institution, il y a 16 heures, il faut que tout le monde parte, parce que les taxis passent pour aller chercher les enfants. C'est la même chose, par exemple, ça me vient un exemple des enfants, là on arrive les mois de juin, et il y en a des familles qui ont des frères et sœurs petits et qui ont des projets de partir en vacances chez eux, aller au pays, où ils sont plus entourés, les mamans elles sont plus entourées, donc l'enfant il est porté par toute la communauté. On sait très bien que pour faire grandir un enfant, il faut tout un village. Donc, je parle pour les enfants parisiens qui parfois vivent dans des situations très, très, très précaires avec des tout petits logements. Et quand s'approche l'été, les familles peuvent partir pour passer 2 mois et demi des vacances en famille. Voilà, on ne les empêche pas, mais on s'est dit, ah non, mais franchement, parce que
on a des contraintes budgétaires, il faut que cet enfant il reste parce que voilà. Donc moi je dis mais mes enfants, parce que moi je suis brésilienne d'origine, mes enfants, j'ai dit mais c'était un vrai projet pour mes enfants de pouvoir partir avant les vacances scolaires parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant et profitable pour eux d'aller dans la famille, dans la chaleur du pays. Comment on peut parfois empêcher, parce qu'il y a de la rigidité institutionnelle, comment la rigidité institutionnelle parfois vient empêcher des projets de vie familiale. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on s'interroge, qu'on se questionne. D'où l'idée, moi je suis très nourrie par cette idée des accueils modulables. Parce que s'il y a un enfant qui a besoin de partir, parce qu'il y a un projet où on a travaillé ce projet avec la famille, cette place-là, ça peut devenir une place de répit pour une autre famille qui a besoin, qui a une liste d'attente. C'est-à-dire, il faut faire preuve de créativité. Et ça, je pense que parfois, on est la question budgétaire. Moi, je ne parle pas pour moi, parce que les chiffres, moi, je ne les connais pas. Mais cette question-là nous empêche de penser, d'aller au-delà de nos projets pour nos enfants. Vous faites le lien. Oui, je vous en prie, vous voulez rajouter quelque chose. Je vous en prie. Non, je voulais juste revenir effectivement sur ce que vous dites. C'est juste, sur le côté, il y a des impératifs institutionnels qui font qu'il y a un rythme de travail. Là-dessus, je pense que c'est aussi dans ce que je disais sur l'utopie du tout autodétermination, c'est qu'il y a un moment donné, les enfants ils vivent en société et il y a forcément pour tous, on ne va pas demander à un enfant à 5 ans s'il veut choisir d'aller à l'école ou pas à l'école. Quand c'est l'heure de rentrer en classe, il va en classe et voilà. Il y a des choses qui sont de l'ordre des contraintes de son lieu de vie. Donc quand c'est l'heure de la toilette, c'est l'heure de la toilette. C'est vrai que si c'est pas quelque chose que lui aurait souhaité, c'est peut-être à avoir dans un projet éducatif pour qu'il puisse lui accepter mieux ce rythme aussi. Donc cette partie-là de rythme institutionnel, ça fait partie aussi du travail éducatif d'amener l'enfant à développer ce rythme. Après, accepter ce rythme. Après, sur l'autre aspect qui est des exigences institutionnelles et budgétaires, alors oui, elles sont là, c'est clair. Après, je suis quand même un petit peu embêtée avec l'idée que l'institution est toujours contraignante et va à l'opposé du projet de l'enfant. L'objectif est quand même justement d'accompagner l'enfant dans un projet global qui inclut le projet familial. Donc là, c'était peut-être l'autre sujet oui, des familles. Oui, c'est ce que j'allais introduire. Effectivement, quel lien, quelle relation vous souhaitez avec les familles, comment vous souhaitez faire... quelle place vous souhaitez donner aux familles je pense que c'est un dans partenariat. votre accompagnement. C'est un partenariat avec les familles. Si les familles choisissent l'accueil en internat, par exemple, c'est un travail qui doit se faire en partenariat avec la famille sur le projet de rentrer en famille. Si c'est 2 mois l'été, c'est quelque chose qui doit se discuter. Mais moi, je j'envisage pas d'aller à l'encontre de ce projet-là, si c'est un projet qui est construit et qui participe au développement de l'enfant. Mais évidemment, il faut que ça soit discuté et que ça soit accompagné. Voilà. Ça peut pas non plus être à la carte. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que dans vos structures, les familles sont suffisamment participantes de la construction du projet ? Est-ce que la structure est suffisamment à l'écoute, justement, des souhaits des familles et arrive à y répondre ? Ouais, comment vous voyez et comment vous souhaitez travailler avec les familles, puisque évidemment c'est un axe essentiel du travail. Alors, est-ce qu'on peut répondre aussi à tous les souhaits des parents? Peut-être pas,
Parce que je sais que par rapport aux parents, enfin, on accueille leurs enfants, on essaie de faire de notre mieux, de proposer des prises en charge adaptées à l'enfant, on s'adapte aux besoins de l'enfant. Mais c'est vrai que, bon, faute de moyens, ça, il faut quand même aussi le dire, moyens humains et des fois moyens matériels, on n'est pas toujours on n'a pas toujours la possibilité d'y répondre. Après, pour un travail avec les familles, ça c'est primordial. Quand on accompagne un enfant, il faut aussi déjà travailler avec la famille et aussi la fratrie. Il faut être toujours avec le parent et être à l'écoute aussi de ses désirs. Moi, je sais qu'il y a eu un jour un parent avec un enfant qui était malade, donc qui était hospitalisé. On est là pour accompagner l'enfant, mais on est aussi là pour accompagner la famille. Donc, est-ce que un enfant qui est hospitalisé, des fois on se demande est-ce qu'on doit aller voir l'enfant à l'hôpital ou est-ce qu'on ne doit pas y aller, parce que l'enfant n'est plus dans l'établissement, mais à l'extérieur. Dans un hôpital, c'est plus notre domaine. On n'est pas accompagnant pour l'enfant qui est à l'hôpital. Moi, j'estime que si, et que peut-être que les parents ont aussi ce besoin d'être accompagnés en dehors de l'établissement, puisque leur enfant, on le suit. J'ai eu un jour un enfant comme ça, pour qui l'hospitalisation a été très difficile pour les parents, et on se posait la question de est-ce qu'il faut les accompagner ou pas. On a quand même, après des réunions, quand même dit qu'il fallait quand même aussi les accompagner. Et je sais que ça a été un soutien, mais vraiment bien par rapport à la famille, parce que eux, ils n'osaient pas demander justement cet accompagnement à l'extérieur. Et ils ont besoin de repères, parce que l'enfant, c'est nous qui le suivons tout le temps. Enfin, il est là depuis plusieurs années, on connaît quand même leur enfant. L'hôpital reste quand même un lieu où l'enfant, les soignants ne connaissent pas l'enfant tel que nous, on le connaît. Donc c'est à nous aussi d'apporter ce que nous connaissons à l'enfant. Et enfin, voilà, je suis un peu trop émue, parce que bon, c'était une situation quand même assez un peu difficile pour moi. Et c'est un parent aussi pour qui, bon, malheureusement, il y a eu un décès. Et cette personne, j'étais la référente repère de l'enfant. Je suis allée à l'hôpital voir la famille, je suis allée voir l'enfant, je n'ai pas pu le voir parce qu'il était en réanimation. Mais ça a été un soutien quand même pour les parents, parce que c'était au-delà de mes heures de travail. Mais ça ne compte pas. Je suis avec le parent, et le parent avait besoin de ce temps. L'enfant est décédé le lendemain. Le lendemain, je ne travaillais pas. Les parents n'ont pas osé appeler l'établissement pour prévenir que l'enfant était décédé, parce que je leur avais dit que je ne travaillais pas. Et pour eux, j'étais le repère de leur enfant. Ils ont attendu le surlendemain pour appeler et prévenir et me demander, moi, en tant que référent de l'enfant, pour annoncer la nouvelle. Ça m'a beaucoup touchée, et je me suis dit, il y a un travail à faire avec les familles. Il faut accompagner les parents aussi bien dans la joie que dans la souffrance, et pouvoir... Oui, vous montrez l'importance du lien, finalement, qui se tisse. Oui, du lien qu'on tisse avec les familles, parce qu'ils ont aussi confiance. Ils apprennent à nous faire confiance, et nous, on apprend aussi à connaître leur enfant. C'est une confiance réciproque qui s'installe et qui est essentielle, aussi bien pour la famille que pour l'enfant accompagné, que pour le professionnel aussi, qui donne sens, j'imagine, au travail que l'on fait. Comme le temps passe, je vous propose de faire un package avec les thématiques qui restent, qu'on avait évoquées autour des équipes, autour des organisations, voire autour du management. Vos directeurs ne sont pas tous dans la salle, donc il n'y a pas de problème. Voilà, si vous voulez... Voilà, qu'est-ce que vous attendez sur
ces questions plus institutionnelles, on en a beaucoup parlé depuis hier, qui sont parfois prégnantes, qui sont des fois bloquantes, on va dire, hein, pour vous évoquer la question budgétaire, bien sûr. C'est une dimension hein, qui, des fois, est plus une contrainte qu'un soutien. Et voilà, qu'est-ce que vous souhaitez ? Donc moi, je travaille du matin. On a eu une nouvelle organisation qui, au début, ça restait dur pour nous parce que ça nous chamboule tous. On est sortis de nos habitudes d'avant. Donc là, c'est une nouvelle organisation. Et au final, je pense qu'on s'y retrouve tous, nous comme les résidents. Car eux, ils ont des repères maintenant. Ils savent qui les réveille le matin, qui les accompagne à la toilette, qui va leur donner le petit déjeuner. Et pour eux, c'est un repère. Toute la matinée, ils savent quel professionnel va les accompagner. Donc je pense que c'était bien. Enfin, c'est une bonne organisation. Vous voulez dire qu'il n'y a, plus de roulement entre le matin et le soir Non, en fait, il y a une équipe du matin et une équipe du soir. D'accord. Mais qui ne change pas. Vous êtes toujours du matin. On est fixe, ou toujours du matin, c'est toujours les mêmes professionnels. Et voilà. Très bien. Oui, donc non, pour cette nouvelle organisation, c'est un plus. En fait, et même nous, on s'y retrouve parce que c'est vrai qu'avant, c'est qui va s'occuper de qui. Et parfois, c'est vrai que c'est devant les résidents. Et ça, c'est vrai que c'est pas bien. Donc là, on sait déjà en amont de qui on va s'occuper. Enfin, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Alors, en termes d'organisation et de management, je trouve que ce qui est attendu et recherché, c'est évidemment la motivation des professionnels et le lien qui peut s'installer entre les professionnels et les enfants et les familles. Pour ça, il faut, de mon point de vue, hein, que ça soit une équipe qui puisse être installée dans le travail au quotidien. Donc la difficulté, c'est évidemment de stabiliser les équipes, d'avoir des gens qui arrivent à se repérer et à s'intégrer dans l'équipe et à s'investir auprès des familles pour qu'il y ait une relation de confiance qui puisse s'installer. Cette problématique de management, elle est prioritaire parce que ce qui impacte derrière, c'est le suivi des enfants et des familles, quoi. Donc stabiliser les équipes, c'est mon projet. Ouais, moi, je pense qu'il y a la question de travail sur des projets qui sont porteurs pour les équipes, en fait, pour y donner du sens aux équipes qui parfois ne s'y retrouvent plus dans leur métier, dans l'accompagnement des enfants. Il y a quelque chose qui finit par mettre ensemble à nouveau, pour à nouveau créer des espaces de réflexion collective, c'est les projets. C'est les projets autour de la communication, c'est des projets des sorties, c'est des projets des voyages, c'est des projets d'ouverture, c'est des projets d'inclusion. Ce sont les projets. L'être humain a besoin de trouver du sens. Et on trouve du sens en le faisant ensemble, à partir des idées novatrices, créatrices. Je pense que la question, j'imagine qu'on a toujours vécu sur des contraintes. Là, ça, c'est pas nouveau, ça. La façon de faire face aux contraintes, que ce soit budgétaire, de personnel, pour moi, c'est la créativité. Et la créativité fait partie de l'humain. Donc, on travaille avec des personnes, on travaille avec les familles qui ont plein d'idées. Je pense qu'il faut faire confiance aux familles, il faut faire confiance aux professionnels, et proposer des espaces de créativité, de création dans l'accompagnement. Ça, je trouve que c'est très important. Oui, mais effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que la confiance envers les professionnels, je pense que c'est eux qui doivent, idéalement, il faudrait pouvoir leur redonner la main complètement sur
les propositions d'accompagnement mais pour qu'on puisse faire ça, leur redonner la parole en fait aux professionnels de terrain pour qu'ils puissent être à l'initiative d'un certain nombre de choses. Il faut qu'il y ait cette confiance qui s'installe entre les équipes et l'encadrement, et qu'il y ait ce dialogue-là qui puisse s'instaurer. Et ça, encore une fois, c'est possible que quand on instaure une relation aussi de continuité, quoi. Merci beaucoup. On va être obligé de s'arrêter là parce que le temps passe. Merci à chacune de votre participation, de tout ce que vous avez pu évoquer. J'ai noté quelques mots au fur et à mesure qu'on pourra retenir certainement, comme à la fois des valeurs que l'on possède, mais aussi des objectifs à poursuivre dans le désordre, l'observation, le temps, l'accompagnement individualisé, s'adapter, la rencontre, le lien, la stabilité, le projet, la créativité et le plus beau peut-être pour terminer, la confiance. Voilà, donc essayons de construire ça. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir poussés dans ces objectifs qui sont essentiels pour les personnes qu'on accompagne. Merci beaucoup. Peut-être, si j'en ai l'autorisation, une question ou deux, bien qu'on ait dépassé le temps, si vous souhaitez. Oui. Madame Alaoui me dit qu'elles ont répondu à toutes les questions. Je vous en prie. Moi, je voudrais simplement dire merci aux professionnels. En tant que parent, et d'un certain nombre de professionnels ici, moi, je vous remercie de votre présence, de votre engagement. Et si vous pouviez parler de votre métier autour de vous, à des gens comme vous, pour les faire venir. Faire de la pub, oui, c'est vrai. Un des meilleurs ambassadeurs, ambassadrices. Merci, mais le partage se fait parce que on est partenaires. Voilà, on ne peut pas faire l'accompagnement de notre enfant sans vous, les parents. Merci. Il y a une question ? Non, chez Marie-Christine. Je voulais juste revenir sur quelque chose qui a été dit, tant sur l'autonomie que sur l'autodétermination. Je ne partage pas entièrement votre avis, madame. Je crois qu'il y a des grandes autodéterminations qui sont possibles à condition que ça se joue à deux. C'est-à-dire que les enfants, comme les adultes polyhandicapés, ne peuvent pas choisir avant s'ils vont être plutôt en internat plutôt qu'en externat. Les adultes parents ne peuvent pas non plus, ça a été parfaitement dit hier par Madame Gaudy qui a dit « Je n'ai pas les mêmes préoccupations qu'il y a 5 ans et je ne sais pas ce que je choisirai dans 5 ans ». Mais je crois en revanche que si on est attentif, et c'est là où tout ce partenariat dont vous venez de parler prend tout son sens, nos enfants, quel que soit leur âge, sont parfaitement capables de montrer ce qui les ennuie et de montrer ce qu'ils apprécient. Moi, j'ai des exemples extrêmement clairs d'avoir ramené mon fils après des vacances dans la maison d'accueil où il était résident. Et il a été accueilli effectivement par quelqu'un de l'établissement. C'était Muriel, pour ne pas la citer. Et il lui a balancé un sourire. Mais un sourire, je peux vous dire que toutes mes angoisses sont tombées d'un coup. En revanche, il m'est arrivé de l'accompagner dans un autre endroit où il devait passer une semaine. Je savais qu'il n'aimait pas beaucoup l'endroit, mais bon, pour d'autres raisons, je n'avais pas le choix. Et là, je vois encore son regard me disant « Mais t'es sérieuse, maman? Tu ne vas pas me laisser là ?» Enfin, je veux dire, il n'avait pas de langage du tout, mais c'était évident. Donc je pense qu'en réalité, cette autodétermination, dans le champ du polyhandicap, se joue forcément à deux, avec vous, avec nous, avec d'autres éventuellement. Je crois qu'effectivement, la personne seule,
le terme est effectivement peut-être pas le bon, bien qu'on se soit galvaudé à l'heure actuelle. Mais je crois qu'il ne faut pas y renoncer, mais il faut tout le temps être attentif aux réactions des gens. Parce qu'ils ne décident pas avant, mais après, ils te disent oui ou non. Et ça, c'est très clair. Oui, oui. Alors, effectivement, ce que je disais, c'est que surtout, on n'a parfois pas la capacité, nous, de lire et de comprendre vraiment leur message et leur choix. Donc peut-être que eux font un choix ou qu'ils ils expriment une préférence. Et clairement, je ne remets pas du tout en cause ça, mais parfois, malheureusement, on n'a pas la possibilité, nous, de lire leur message. Par contre, je vous rejoins tout à fait sur la possibilité qu'ils ont d'exprimer leur préférence ou leur plaisir à être dans tel ou tel endroit ou de retrouver tel ou tel professionnel ou tel enfant. Oui, là-dessus, évidemment, on est d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que le terme d'autodétermination peut être un peu galvaudé et on peut... voilà. Tout à fait, c'est l'autodétermination après coup. Voilà. Et par contre, à l'inverse... Je voulais appuyer sur le fait que c'est ce que vous dites, que on ne peut pas attendre, espérer peut-être une autodétermination pour tout, mais par contre, quand il y a une expression d'une préférence, quand il y a une expression d'un choix, et qu'on ne le suit pas ou qu'on ne le voit pas, c'est là où c'est vraiment très dommage, très dommageable pour l'enfant. Donc voilà, c'est être un peu sur les deux tableaux. Merci encore.